Vous avez également le choix de parler étant debout ou bien vous asseoir. Je vais m'arrêter. D'accord. Alors, quel est votre nom? Hassan Ba. Votre âge ou votre date de naissance? 12 mois 56. Où vous êtes né? À Kindia. Quelle est votre profession? Médecin. Médecin légiste. Est-ce que vous connaissez ceux qui sont assis dans le box des accusés? Non. Est-ce que vous connaissez les victimes qui se sont suivies à la barre de ce tribunal? Oui, j'ai rencontré certaines victimes, oui, dans le cadre de mon travail. Est-ce que vous avez des liens de parenté avec elles? Non. Est-ce que vous avez des liens d'alliance avec elles? Non. Est-ce que vous avez des liens de subordination avec elles? Non plus. Et les accusés? Non. Aucun lien? Aucun. Alors, on va vous entendre à titre de témoin dans cette affaire. Bien. Et le témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Absolument. Et sachez également que le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Alors, vous allez jurer à la barre de ce tribunal de dire, sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous lèverez votre main droite et direz « je le jure ». Je jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Merci. Monsieur Ba, Oui. dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre 2009. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, Messieurs les procureurs, Mesdames et Messieurs. Le témoignage que je vais faire ce matin va s'articuler autour de 3 axes. Dans un premier temps, je parlerai de la réception et de la consignation des corps. Dans un deuxième temps, je parlerai de l'identification des corps ou de certains corps et de leur restitution. Et dans un troisième temps, je parlerai des causes et des circonstances des morts des personnes examinées à la morgue de l'hôpital Donka et Ignasli. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, le 28 septembre, aux environs de 18 heures, j'ai reçu un appel d'un médecin, un médecin militaire, en fonction au service de santé des armées. Il m'a dit ceci: Docteur, la hiérarchie militaire me charge de vous dire de venir à la morgue de l'hôpital Ignasli, de recevoir les corps des personnes décédées ce matin au stade du 28 septembre et de les mettre dans la chambre froide. Dès que j'ai reçu cet appel, je me suis déplacé. J'habite la banlieue de Conakry. Pour arriver à Ignasli, j'ai fait à peu près 30 à 45 minutes. Je suis arrivé à Ignasli aux environs de 19 heures. C'était le crépuscule. Et il était l'heure de la prière. Je me suis acquitté de la prière. Et dans l'arrière-cour de la morgue, pour ceux qui connaissent l'hôpital Ignasli, qui fait face à la mer, j'ai trouvé des collègues médecins militaires. Ils étaient tous en tenue, ils étaient, comme je l'ai dit, en service, ils travaillaient au service de santé des armées.
Ils m'ont dit, docteur, il y a eu des morts d'hommes ce matin. Donc c'est pour cette raison que vous êtes là, vous allez vous occuper de la réception de ces corps. Quelque temps après, pendant que nous étions arrêtés dans l'arrière-cour de la morgue, nous avons reçu le premier camion, un camion militaire qui est arrivé. À son bord, il y avait 21 corps. Ce camion militaire, au bord duquel il y avait 21 corps, était accompagné par des hommes en tenue. Ils ont commencé à descendre les corps, et entre-temps, j'ai demandé aussi aux préposés de la morgue, aux étudiants en médecine qui étaient en stage et à tout le personnel, de mettre en dispositif en chaîne pour pouvoir recevoir les corps et les envoyer dans la chambre froide. Après avoir reçu ces 21 corps, je rappelle que la morgue de l'hôpital Ignace Dine a une capacité de 10 corps. Et c'est une morgue qui reçoit les décès hospitaliers et extra-hospitaliers. Donc, au moment où ces corps sont arrivés, il y avait naturellement d'autres corps qui étaient déjà dans la chambre froide. Le problème, il fallait faire un réaménagement pour pouvoir loger ces corps qui venaient d'arriver. Quelques minutes après, il y a eu un deuxième camion. Ce deuxième camion avait à son bord 7 corps. Et tout de suite, je me suis dit, et j'ai informé les collègues médecins militaires pour leur dire que j'aurais un problème de place. Pour une capacité de 10 corps, j'ai déjà 21 plus 7, ça fait 28, plus les corps qui étaient là, ça me pose un problème. J'ai essayé, avec les préposés de la morgue, de faire des aménagements pour quand même encore recevoir les corps. Pendant que je faisais cet aménagement pour recevoir les corps, il y a eu un troisième camion qui a déposé 15 corps, ce qui fait un total de 43 corps. 43 corps dans un espace de 10 places, c'était très difficile, pour ne pas dire impossible. J'ai aussitôt réquisitionné la morgue de Donka pour leur dire d'envoyer quelques corps à la morgue de l'hôpital Donka. Et nous avons retourné quelques corps à la morgue de l'hôpital Donka. Et avec les décès qui ont suivi, parce qu'il y a eu d'autres personnes hospitalisées dans les services de l'hôpital Donka, qui sont décédées les jours suivants, on a eu un total de 34 corps logés à la morgue de Donka et 24 corps à l'hôpital Ignace Dine. Alors, 43 corps déposés par les militaires. On a eu 6 corps décédés au service des urgences médico-chirurgicales à Donka, un qui est décédé en chirurgie générale, un autre malade décédé en chirurgie thoracique et un corps déposé par les sapeurs-pompiers. Ça, c'était à J2, donc le lendemain des événements du 28 septembre. À J3, nous avons eu un corps déposé, 2 corps déposés par le CICR, 2 corps déposés par le service de neurochirurgie. Donc on a eu à J2 56 corps. À J3, un corps a été déposé par le service de neurochirurgie, donc on a eu 57 corps. Et à J5, un autre décès au service de chirurgie, de neurochirurgie, 58 corps. Ce sont les 58 corps qui ont été reçus et gérés dans les 2 morgues de l'hôpital Ignace Dine et Donka. Après avoir reçu ces 58 corps, naturellement, le premier problème, c'est comment loger 58 corps avec une capacité de 10 à Donka et 10 à Ignace Dine
et plus ou moins 14 à Donka. On avait une chambre froide de 10 plus une petite chambre de 4. Alors à Ignasdine et à Donka, c'est le service de médecine légale qui a géré les corps. C'est une équipe. Nous avons mis en place un protocole et nous avons essayé dans un premier temps de mettre les corps 2 à 2, ce qui fut fait à Ignasdine. En fonction de la corpulence des corps, on s'arrangeait à les mettre 2 à 2 et c'était la même chose à Donka. On a libéré le plus vite les décès hospitaliers. Il fallait informer les familles qui avaient des parents décédés au décours d'une maladie hospitalisée, les inviter à venir récupérer les corps pour qu'on libère de l'espace. Et à Donka, nous en avons fait la même chose pour mettre les corps 2 à 2, après avoir effectué une toilette funèbre, mise en linceul, et puis mettre les corps dans les chambres froides. Malgré cette disposition, naturellement, il restait des corps qui n'ont pas de place. Il fallait les mettre alors sous les paillasses. Pour ceux qui connaissent les morgues, il y a des salles où il n'y a pas de chambre froide, ce sont des paillasses, c'est là où on fait les toilettes funèbres. Alors les corps qui ont été déposés sur les paillassons ont été préparés, ont été embaumés avec du formol pour naturellement retarder la putréfaction. Après avoir logé les corps dans les différentes chambres, on devrait être confronté à l'identification des corps. Je rappelle, Monsieur le Président, que je n'ai pas reçu de réquisition aux fins d'autopsie. J'ai beaucoup entendu parler, mais je n'en ai pas reçu. Mais, étant médecin légiste, je devrais quand même faire mon travail en dehors du simple fait, de simple consignation des corps. Il fallait examiner les corps, il fallait procéder à l'identification des corps parce que le besoin était là et aussi à déterminer les causes de décès. Concernant l'identification des corps, nous avons procédé dans un premier temps au déshabillage des corps. Nous avons essayé de collecter les éléments antémortem, les habits, les objets, les pièces d'identité qu'on pouvait retrouver, les montres, toute information antémortem pouvant être utile à l'identification des corps. Nous avons essayé de les mettre dans des sachets avec des numéros. Au niveau des chambres froides, c'est 10 places, donc chaque chambre a un numéro. Par exemple, la chambre 1, on l'appelle C1, C2, C3, C4, C5, jusqu'à C10. Alors, pour les corps, s'il y a 2 corps dans la première chambre, on a des objets correspondants qui sont mis sous scellés dans des plastiques, on affecte un numéro correspondant. Un exemple, C1, c'est la première chambre froide, le premier corps, c'est C11. Le deuxième corps, c'est C12. Donc, l'objet correspondant est mis sur place. Donc, C11 correspond au premier corps de la chambre 1, C112 correspond au deuxième corps de la chambre 1. C'est valable pour les autres chambres, la chambre 2, la chambre 3 jusqu'au niveau de la chambre 10. Ces éléments antémortem étant bien recueillis, nous avons procédé à l'examen des corps. L'examen des corps pour voir s'il y a d'autres marques, de tatouages ou d'autres signes particuliers pouvant nous aider à l'identification des corps. Je me rappelle bien, j'ai suivi un des procès ici, un jeune qui a dit que quand il a perdu son frère, il se demandait où est-ce qu'il est mort ou pas. Il a demandé, regardez sa poche, retrouvez une clé et renvoyez-moi la clé, je vais voir si c'est la clé de sa chambre. On a amené la clé, il a ouvert la chambre et il savait très bien que la personne qui portait ce pantalon dans lequel il y avait la clé était bel et bien son frère. Voilà à peu près ce qu'on a fait pour les éléments antémortem. Nous avons essayé de collecter ces éléments, nous avons examiné les corps pour voir les signes particuliers qui existent chez certains corps et enfin, nous avons procédé à l'identification visuelle.
Sur les corps examinés, Monsieur le Président, nous avons trouvé qu'il y avait des personnes qui sont décédées par arme à feu, sur lesquelles nous avons trouvé des lésions d'origine balistique avec des orifices d'entrée et des orifices de sortie. Nous avons trouvé qu'il y avait 13 corps qui présentaient des orifices d'entrée. Des orifices d'entrée avec 3 orifices de sortie. Autrement dit, les projectiles sont rentrés, mais ils ne sont pas sortis. On a eu 3 orifices de sortie. Sur les 13 corps décédés par arme à feu, les 9 étaient tirés du dos. Autrement dit, l'orifice d'entrée des projectiles était dans le dos. C'est du dos vers la cage thoracique en avant. Ça veut dire simplement que probablement ces messieurs, en tout cas, étaient en train de marcher ou de courir. En tout cas, ils ont été tirés de dos. 2 cas sur les 9 étaient tirés du dos, je disais. On a eu 2 cas où c'est au niveau du segment céphalique. Parmi les 2 cas, il y avait un cas à bout touchant. Donc on a mis l'arme au niveau temporal ici, avec un tir à bout touchant qui a projeté le cerveau. On a eu 2 au niveau de l'abdomen avec éviscération et hémorragie abondante. En plus de ces armes à feu, on a eu 27 cas de polytraumatisme. Polytraumatisme, c'est des fractures multiples. Parmi les 27 cas, on avait 10 cas de plaies. De plaies par instrument piquant et par instrument piquant tranchant. Piquant, ça peut être le couteau, ça peut être, je sais pas, le baïonnette, ça peut être piquant tranchant ou tranchant contondant. On a eu 10 cas de polytraumatisme où on avait des ecchymoses, on avait des hématomes au niveau de la tête, au niveau du thorax. Il faut retenir que la plupart des lésions qu'on a observées sont des lésions qui sont localisées au niveau du segment céphalique et du thorax, qui sont, comme vous le savez, Monsieur le Président, des segments mortels. Parce que c'est à ce niveau où se localisent les gros vaisseaux, c'est à ce niveau que se localisent les organes comme le cerveau et le cœur. Il n'y avait pas de lésions observées au niveau des membres inférieurs. Monsieur le Président, après avoir fait cet examen sommaire, nous avons un rapport détaillé sur toutes les lésions et la trajectoire des projectiles. Nous avons, comme je vous disais, identifié certains corps. Nous avons pris soin de, je vais vous donner leur nom. Vous avez Bari Amadou Diarouga, 21 ans, c'est un élève. Il est décédé au stade du 28 septembre, le 28 même. Il habite Dar es Salaam. Il avait une ecchymose et un hématome multiple. Il est mort par suite d'un objet contondant. Il a probablement eu un coup par objet contondant, je ne saurais pas dire lequel, au niveau de la tête. Diallo Boubacar Sidi, il a 31 ans, c'est un commerçant. Il est mort au stade le 28 septembre. Il habite Amdalaï 2. Il avait également des hématomes au niveau de la région temporale gauche, également provoqués par des instruments contondants. Vous avez Bamamadou Aliou, il a 44 ans, c'est un taulier peintre. Il habite Afia. Il avait une plaie transfixiante au niveau du flanc droit, de l'abdomen, avec un orifice d'entrée à la face postérieure et un orifice de sortie à la face antérieure, avec une fracture de la 12e côte à droite. Il est mort par une lésion par arme à feu. Bari Al-Gassimou, il a 32 ans, c'est un vendeur, il habite Koloma 2, il est également mort par suite d'une plaie transfixiante par arme blanche et une autre plaie par arme à feu.
Diallo Thierno Mamadou Ouri, il a 36 ans. C'est un fonctionnaire au ministère de l'Environnement. Il est mort au stade, il habite Koloma 2, il avait un polytraumatisme puis une fracture du crâne. Kamara Abdul Karim, il a 47 ans, c'est un chauffeur, il est mort au 28, il habite Tugiwondi, il avait des plaies contuses et un traumatisme de l'abdomen. Ba Mamadou Djouma, il a 15 ans, il est sans profession, il habite le quartier, la route Le Prince. Il a une fracture ouverte de l'humérus gauche et une plaie abrasive du thorax, donc une fracture de la jambe. Kamara Mohamed, il a 25 ans, c'est un étudiant, il habite Simbayagar, il avait une fracture de l'os propre du nez avec plaie contuse orbitaire gauche. Diallo Souheibou, 18 ans, élève, quartier Amdallaï, plaie pénétrante du 4e espace intercostal gauche, plaie par arme blanche, c'était le couteau. Baldé Mamadou Bobo, il a 38 ans, c'est un chauffeur, il habite Koza, il a une plaie contuse au niveau de la région frontale, arme blanche. Diallo Mamadou Moussa, Diallo Mamadou Moussa, il a 40 ans, c'est un marchand, il habite Kapororaï, il a une fracture de la 6e, 7e et 8e côte à droite, arme blanche. Ba Elhaj Ibrahima Sori, 68 ans, marchand. Il habite Komandaya. Il avait une contusion du thorax avec échymose de l'abdomen. Bari Tierno Mikailou, il a 60 ans. C'est un marchand. Il habite Carrière, secteur 4, secteur 5. Il avait une plaie profonde, linéaire de la face latérale gauche du thorax. C'est une plaie par arme blanche. Diallo Mamadou Djouma, il est 17 ans. Il est mécanicien. Il habite Koloma. Il a une contusion et échymose de la région thoracique gauche, plaie par arme blanche. Bari Alpha Amadou, il a 19 ans, contusion abdominale, il habite Afia Minière, contusion abdominale, contusion thoracique, plaie par arme à feu. Diallo Boubacar, 27 ans, mécanicien, il habite Dar es Salaam, il est mort par asphyxie mécanique, privation d'oxygène. Peut être lié soit à une compression directe ou à la présence dans un endroit exigu où il a manqué d'oxygène. Baldé Asmiou, 25 ans, élève, solo primo, asphyxie mécanique. Diallo Amadou, 14 ans, élève, concasseur, asphyxie mécanique. Diallo Ousmane, 15 ans, élève, il est mort, je vois, à l'hôpital d'Onka, je crois qu'il était hospitalisé. Il est mort le 39e mars 2009. Il habite Madina Boussoura. Il avait une plaie contuse de la région occipitale. Kondé Fanta, 60 ans, comptable. Elle est décédée le 28 novembre 2009, habite Anko 5, asphyxie mécanique. Ba Tierno Mamadou, il est mort hospitalisé à l'hôpital d'Onka. Il avait une plaie transfixiante de l'hémithorax droit avec un orifice d'entrée au niveau de la clavicule, mort par arme à feu. So Mamadou, il est mort à l'hôpital d'Onka le 28 septembre 2009, hospitalisé. Il avait également une plaie pénétrante de la région scapulaire, orifice d'entrée, hémithorax au niveau du thorax gauche. « 24. Kourouma Hirasi, 24 ans, il habite Taouya. Il avait une plaie pénétrante de la région temporale gauche avec un orifice d'entrée également, décédé par arme à feu. Asmiou, c'est un homme, il avait une plaie pénétrante occipitale, région occipitale également, arme à feu. Diallo Alpha Omar,
13 ans. Il est mort à l'hôpital d'Onka. Il habite Amdalaï. Il avait une contusion thoraco-abdominale, plaie par arme à feu. Diallo Alpha Omar, 27 ans. Il est mort aussi à l'hôpital d'Onka. Il avait une contusion crânio-encéphalique avec une plaie ouverte de la région pariétale, arme blanche. Diallo Boubacar, 29, 35 ans, il est mécanicien, il habite Simambossia, il avait une large plaie de l'épigastre, plaie par arme blanche. Bari Mamadou Saliou, 30 ans, il est boulanger, il habite Koza, il avait une plaie contuse de la région temporale, plaie provoquée par une arme blanche. Ba Amadou Toubou, 59 ans, il est marchand, il habite Amdalaï, il est mort par une plaie contuse au niveau de la région crânienne et du thorax, plaie par arme blanche. Monsieur le Président, ce sont les 31 corps qui ont été formellement identifiés et restitués à la famille. Parmi ces corps, il y en avait qui n'ont pas été identifiés. Ces corps qui n'ont pas été identifiés ont fait également l'objet d'une expertise médico-légale pour déterminer les lésions rencontrées, également les causes de décès. Alors, lorsque nous avons fini d'examiner ces corps, les corps non identifiés sont toujours restés dans la chambre froide. Beaucoup ici ont dit qu'il y a eu une commission de restitution des corps. Oui. Cette commission de restitution des corps a été présidée par l'ancien ministre de la Ligue islamique. Et j'étais en contact avec cette commission. Chaque fois qu'il fallait restituer un corps qui est formellement identifié, on m'appelait pour me dire telle personne arrive, le corps, parce que les personnes passaient déjà à la morgue pour identifier les corps, et vous pouvez les restituer. Donc nous avons travaillé comme ça. Alors les corps qui sont restés non identifiés, et il était question maintenant d'organiser une identification visuelle pour appeler tout le monde, toutes les personnes qui ont perdu un parent, une personne, une connaissance, de venir et examiner, revoir encore une dernière fois si toutefois il y a une chance de retrouver son parent disparu. Dans un premier temps, ils ont proposé que cette restitution se fasse à la morgue de l'hôpital Ignace-Dine. Par expérience, je leur ai dit qu'il est préférable que ça se passe à la grande mosquée. Parce que par le passé, j'ai quand même eu trop de souvenirs où de simples cas, quelquefois de délinquants, lorsqu'ils sont admis à la morgue, sous l'effet de la colère et tout ça, qu'on est venu quelquefois saccager. Je leur ai dit, c'est un dossier très sensible et je comprends parfaitement la douleur et peut-être la colère d'un parent de victime. Mais pour éviter qu'on soit dans un état où peut-être ils vont venir saccager un peu la mort, on va le faire à la mosquée. On est en majorité des croyants et peut-être ça va sensibiliser un peu. Ce qui fut fait, nous avons envoyé les corps non identifiés qui restaient à Ignace-Dine à la mosquée Faisal et nous avons demandé également la morgue de l'hôpital d'Onka qui est plus proche. On a sorti les corps qui se trouvent à la morgue de l'hôpital d'Onka pour les envoyer à la grande mosquée Faisal. Les corps étaient en linceul. On avait fait ce qui était possible sur le plan de la thanatopraxie, sur le plan des soins des corps, pour faciliter la reconnaissance. Il faut dire tout de suite que la dégradation des corps est un phénomène, est un processus naturel
tout ce qu'on fait sur les corps, c'est pour retarder cette putréfaction. Et les corps, ce que j'ai oublié de vous dire, parmi les corps à l'admission, on avait 11 corps qui étaient déjà en début de putréfaction. Ça, j'ai oublié de le dire. Et on peut raisonnablement se poser la question, pourquoi ils sont morts le matin et le soir, ils sont déjà en début de putréfaction? C'est normal. Ça dépend, 1, des causes de décès, et 2, des conditions de conservation des corps. Les corps ont été dans des camions, probablement entassés, qui sont restés probablement pendant un long temps sous la chaleur, et la chaleur accélère la putréfaction des corps. Donc, c'est la seule explication que j'ai pour dire que ces corps, pour expliquer pourquoi ces corps étaient en début de putréfaction avant les 36 heures qui sont connues pour le début de putréfaction. Donc, nous avons essayé autant que possible de préparer ces corps, de les mettre sous formol, de faire des soins de thanatopraxie et d'embaumement des corps pour restituer ou faciliter la restitution, restituer de la dignité de ces personnes décédées. Donc les corps ont été exposés à la grande mosquée. On a fait le tour, j'étais là, en blouse, j'avais des collègues médecins militaires qui étaient à côté de moi, il y avait la commission de restitution, les imams, les prêtres, le ministre lui-même, il était là. Ma mission, c'était encore de toujours continuer à veiller à l'état des corps et à aider autant que possible les personnes qui sont à la recherche à l'identification des corps. Je sais que ce n'est pas facile. Nous avons pu identifier certains corps. Et lorsque l'identification a été formelle par les familles, parce qu'elles qui savent maintenant, les corps ont été restitués. Il est resté quelques corps qui n'ont pas été identifiés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les enterrer. Et l'enterrement de ces corps a été effectué par le CICR. Les corps ont été embarqués dans des camions militaires et envoyés au cimetière de Cameroun. Et l'enterrement a été réalisé par la Croix-Rouge. Lorsque l'enterrement de ces corps a été réalisé par la Croix-Rouge, quelques mois après, le président Dadis a mis en place une commission d'enquête. Cette commission d'enquête était composée des magistrats, des avocats, des médecins. Président de l'Ordre national des médecins, à ma qualité de président, j'ai représenté les médecins avec un de mes collègues chirurgiens. Et comme j'étais membre de cette commission d'enquête, je savais très bien que certains corps n'ont pas été identifiés formellement et ils sont enterrés à Cameroun. J'ai proposé à ce qu'on fasse une exhumation de certains corps et demander les personnes qui ont perdu leurs proches de venir. On va prélever le sang, on va prélever les cheveux à la recherche de l'ADN. Parmi ces victimes ou ces parents de victimes, j'ai suivi Maître Ba. Il a parfaitement raison. Il faisait partie, à travers son frère, des personnes que nous avons fait, qui ont bénéficié de ce prélèvement. Alors, nous avons d'abord fait l'exhumation des corps pour faire une extraction de l'ADN. Il y a des préparations à faire pour qu'on puisse extraire l'ADN. Nous avons suivi le protocole. Nous avons pris contact avec un laboratoire français qui s'appelle ToxLab, avec lequel on travaille depuis plusieurs années. C'est un laboratoire qui est agréé par la Cour d'appel de Paris. Nous leur avons dit que nous avons des prélèvements à faire et nous aimerions quand même les envoyer dans ce laboratoire pour faire une extraction de l'ADN
et comparer avec l'ADN de certaines personnes que nous avons eu à prélever ici dans la recherche de leurs parents. Donc, du côté guinéen, j'ai essayé de passer l'information. Je crois que je ne connais pas le nombre de personnes que j'ai prélevées, malheureusement, mais je me rappelle de M. Ba, Maître Ba. Et avec d'autres personnes, nous avons fait des prélèvements de sang, nous avons fait des prélèvements de cheveux, nous avons fait des prélèvements de fanères, et nous avons prélevé les os au niveau du bassin, nous avons prélevé le fémur. Nous sommes allés avec les prélèvements. À l'époque, heureusement, il n'y avait pas Ebola, parce que, qui complique un peu le transfert des liquides biologiques. Donc, nous avons pu transférer les prélèvements à Paris. Arrivés à Paris, nous sommes allés à Toxlab et ils nous ont dit que c'est tellement compliqué qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils nous ont donné l'adresse d'un laboratoire qui se trouve à Nantes, qui est un laboratoire spécialisé de biologie moléculaire, qui est capable de faire l'extraction de l'ADN. Nous avons déposé les prélèvements à Nantes. Ils ont fait le travail. Vous savez, au niveau de l'ADN, il y a l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial. Il était plus facile de rechercher sur la lignée maternelle des personnes disparues par rapport aux prélèvements qui ont été réalisés sur les fragments osseux que de rechercher l'ADN nucléaire. Donc il fallait rechercher l'ADN mitochondrial. Nous avons envoyé dans ce laboratoire qui était spécialisé dans ce domaine. Ils ont fait les recherches. Un mois après, ils nous ont rendu les résultats. Et le résultat de ce laboratoire a été déposé à la commission qui a suivi ce dossier d'instruction, je ne sais pas, qui avait son siège au Palais des Nations. Au Palais d'Ancien. Je me rappelle, on m'avait demandé de déposer le rapport et j'ai très bien déposé le rapport. Et malheureusement, la recherche a été infructueuse. Autrement dit, sur les personnes prélevées ici, il n'y avait aucune personne qui avait en tout cas un lien de parenté avec les fragments osseux qui ont été prélevés ici. Et j'ai donné cette mauvaise nouvelle à Maître Ba, et qui a compris et qui a accepté, et tous les autres qui ont effectué ce prélèvement dans mon service. Monsieur le Président, pour terminer, nous avons essayé de voir un peu l'âge des victimes. Nous avons trouvé que sur les 58 corps, on avait 4 qui avaient un âge inférieur à 5 ans, à 15 ans. On avait 7 qui avaient un âge compris entre 16 et 25 ans. On avait 7 qui avaient un âge de 26 à 35 ans. 4 qui avaient un âge de 36 à 45 ans. Et 5 avaient un âge de 46 à 55 ans. Plus de 55 ans, on avait 5. Et l'âge, 50% avaient un âge compris entre 16 à 35 ans. Et l'âge moyen était de 28 ans. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, Messieurs les procureurs, voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps en attendant vos questions sur, comme vous l'avez dit, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai fait dans le cadre de la gestion des dépouilles mortelles à l'occasion des événements du 28 septembre. Je vous remercie.